Gouvernants invisibles et société secrète de Serre-Jutin. Il existe au nord de Nice un étonnant édifice, la pyramide de Falicon, étudiée par nos amis Robert Charroux, Guy Tarade et Maurice Guingamp. Cette pyramide repose au-dessus d'une double cavité souterraine, dite grotte de la Chauve-souris. Ces salles souterraines sont des formations naturelles, aménagées depuis une époque assez ancienne, le fait est indéniable, pour servir à des cérémonies magiques secrètes. Que la pyramide ait été édifiée sur ce sanctuaire souterrain n'est certainement pas un hasard. Au solstice d'été, le soleil, juste à son lever, illumine la paroi d'une des grottes et le reflet a exactement la forme d'un triangle, symbole évident de la Trinité divine. Le site de Falicon, situé en un lieu où s'étaient installés les Templiers et qui se trouve de plus à proximité du Mont Chauve, n'aurait-il pas été utilisé encore à une date très récente? Selon une tradition orale rapportée par des amis niçois, le temple souterrain aurait servi en plein XXe siècle à célébrer des initiations rituelles de très haut degré. Peut-être faut-il supposer l'existence d'un passage secret qui partirait de la salle inférieure de la caverne de la Chauve-souris pour aboutir tout au bas de la montagne jusqu'à un sanctuaire souterrain encore plus secret, réaménagé entre les deux guerres. On pourrait alors se demander, simple hypothèse de ma part, si le quadruple monument à l'épaisse porte blindée qui se trouve pas très loin de la pyramide en bas de la pente bien dissimulée au regard des promeneurs ne pourrait pas être l'autre accès à ce souterrain secret. Alistair Crowley connaissait sûrement toute la disposition de l'ensemble rituel de Falicon. N'alla-t-il pas, vers 1930, y diriger en personne de grandes cérémonies magiques? L'histoire a-t-elle un sens? Le déconcertant spectacle du tourbillon vertigineux des affaires humaines, les incessants bouleversements qui se sont produits au long des siècles, nous amènent volontiers à nous demander si le déroulement historique lui-même a un sens. On connaît le mot de Shakespeare, une histoire de fou racontée à d'autres fous. Mais, vu de haut, l'ensemble apparemment chaotique ne peut-il pas prendre un sens cohérent? On pourrait, à propos des communautés humaines et de l'humanité tout entière, avoir recours à l'image simple de la fourmilière. Les fourmis nous semblent errer au hasard selon une activité fébrile et désordonnée, alors que, en fait, toutes les actions individuelles concourent à un but commun dont les constantes sont déterminées de manière rigoureuse par l'âme collective de la fourmilière. Le premier facteur à considérer est la situation géographique des divers États. Ce n'est pas un hasard si des ensembles comme la Lotharingie ou le duché de Bourgogne, qui s'étendait des Flandres à la Bourgogne proprement dite, n'ont pu subsister longtemps, alors que la France, au long des siècles, a tendu à obtenir sa forme optimale, celle, comme on dit, de l'hexagone. C'est parce que ces frontières naturelles formaient un ensemble géométrique harmonieux. Autre facteur, plus profond encore, l'ensemble psychique actif et structuré, l'égrégore, selon la terminologie occultiste, formé par les divers peuples. Chacun porterait en lui, au départ, ses possibilités plus ou moins grandes de réussite. Mais il convient alors de faire intervenir l'action de l'égrégore de l'humanité dans son ensemble. Si l'on tente d'examiner l'histoire humaine du point de vue de Sirius, c'est-à-dire du point de vue le plus impersonnel et le plus général possible, on distingue alors une oscillation plus ou moins accentuée, parfois très violente, mais sans que jamais l'un des deux termes soit complètement supprimé par l'autre, entre deux pôles extrêmes. D'un côté, l'équilibre, une organisation synthétique, une ordonnance harmonieuse, et à l'opposé, le chaos total, la désorganisation, la dissolution. Ce second terme est-il vraiment le fait du hasard
et le déchaînement des forces chaotiques n'obéit-il pas lui-même à des actions directrices précises? Un éminent auteur anglais, Robert Payne, publiait en 1951 chez l'important éditeur londonien Wingate un ouvrage intitulé Zéro, histoire du terrorisme. Il s'est efforcé d'y montrer que derrière l'usage systématique de la terreur par les différentes formes de régimes totalitaires sans exception, on trouvait toujours le même noyau occulte qui maniait savamment, à l'ombre des gouvernements visibles, cette arme terrible. Arme systématique qui dépassait donc de beaucoup la simple volonté, individuelle ou collective, justifiée de se venger d'ennemis et de les empêcher de nuire. Dès la publication du livre, se produisit une série de coïncidences bien curieuses. Avant la mise en vente, de mystérieux émissaires achètent tout le stock disponible. Malgré le caractère sensationnel des révélations qu'apportait l'ouvrage, aucune critique ne paraît dans la grande presse. La maison Wingate, une des plus solides du marché londonien, se trouve brusquement acculée à la faillite. Des hommes meurent mystérieusement quelques mois plus tard. Il ne pouvait pas s'agir en l'occurrence de divulgation de secrets d'État, ni d'espionnage militaire ou industriel. L'ouvrage ne comportait aucune information de cette nature. La seule explication possible est que l'auteur avait découvert l'existence à l'échelle mondiale de gouvernants occultes au-delà même des grosses puissances financières qui ne jouent somme toute que le rôle subordonné de bailleurs de fonds. Notre ami Jacques Bergier nous racontait un jour qu'il existe une série de questions dont il est absolument interdit à la presse de parler et dont la liste se trouve stipulée avec précision sur un petit carnet noir qui, quel que soit le régime politique du pays, car l'interdit est universel, mondial, se trouve remis à tout directeur d'un important organe de presse d'information, qu'il soit tributaire du grand capitalisme ou communiste. Cependant, le fait même que des fuites aient pu se produire montre que les conditions qui prévalent aujourd'hui, donc ce qui marquerait, selon de nombreux ésotéristes, le passage de l'ère zodiacale des Poissons à celle du Verseau, rendent désormais possible ce qui auparavant ne l'était pas. Cependant, ne peut-on pas considérer que l'histoire terrestre reflète les antagonismes, les équilibres temporaires et les affrontements successifs qui se déroulent sur un autre plan? Voici ce que remarque avec profondeur André Gauthier-Walter. L'Égypte est le reflet du ciel, est-il écrit dans le livre d'Hermès. Ceci est vrai aussi pour toutes les nations, lorsqu'elles sont devenues majeures, conscientes de leur destin et de leur mission envers elles-mêmes et envers les autres. Se poserait alors à nouveau le problème de déterminer quel est le gouvernement idéal, problème que se posait déjà l'Antiquité. Cet état idéal, faut-il le situer dans le passé lointain ou au contraire dans l'avenir? Si l'on admet la justesse de la vision ésotérique traditionnelle des cycles, les deux réponses se révéleraient vraies ensemble. La fin d'un cycle, c'est à la fois l'apocalypse au sens ordinaire du terme, et comme les destructions sont la condition nécessaire de la régénération, le début d'un nouvel âge d'or. Y a-t-il des gouvernants inconnus? Un célèbre homme d'État anglais du siècle dernier, Benjamin Disraeli, a écrit ces lignes significatives. Le monde est gouverné par de tout autre personnage que ne l'imaginent ceux dont l'œil ne plonge pas dans la coulisse. Déjà, à un niveau ordinaire sur lequel paraissent assez souvent des informations accessibles à la grande presse, on s'aperçoit de la manière dont toutes sortes d'équipes peu voyantes et théoriquement subordonnées au gouvernement officiel jouissent en fait de possibilités d'action autonomes qui échappent à ces gouvernements.
les équipes technocratiques des administrations et des ministères sont puissantes et durables. Les ministres, voire les régimes, passent, les grands commis restent. Les services secrets et les polices parallèles jouent volontiers leur jeu personnel, complexe et enchevêtré, et les possibilités d'action de la haute finance se situent, chacun le sait, au niveau international. Mais existe-t-il de véritables gouvernants invisibles ? Le romancier André Ardelais, dans son livre Le Seuil du Jardin, écrit « Derrière les gouvernements qui se succèdent, vous avez dû sentir la permanence de certaines forces, de certains principes. Cette stabilité ne s'explique que par des puissances occultes qui, en fait, dirigent le pays. Changer les noms ou les étiquettes d'un parti ne signifie rien et la foule se contente d'une façade. Je schématise naturellement. La réalité est plus complexe. Des évolutions ont eu lieu, mais en gros, les choses se passent bien ainsi. À côté des ministères officiels, il existe des organismes qui les doublent et dont le pouvoir les dépasse parfois. Je ne représente qu'un rouage secondaire dans l'ensemble. » C'est l'un des agents d'exécution du gouvernement occulte qui parle. Je ne connais pas tous ceux qui travaillent dans le même sens que moi et j'ignore encore plus où aboutit le réseau de force. Vous pouvez même supposer que personne ne détient l'autorité suprême, qu'elle émane d'une volonté commune. Ceci est écrit dans un roman, mais Ardelais s'inspire de faits réels dont il a eu connaissance. Il faudrait donc se représenter les organes du gouvernement occulte comme une série d'éléments emboîtés et superposés, les uns à l'échelle nationale, les autres qui dépassent même les institutions de frontières. Chacun de ces éléments aurait un pouvoir absolu sur les instances qui lui sont inférieures, mais serait lui-même totalement subordonné aux instances supérieures qu'il ne connaît que par le ou les individus chargés de faire la liaison. À supposer que des fuites et des divulgations aient lieu, aucun péril majeur du fait du cloisonnement ne pourrait jamais atteindre les instances supérieures. De plus, les sanctions dans ce cas seraient tout à fait impitoyables, d'où le très petit nombre de trahisons. Mais quelle question serait donc du ressort des gouvernements invisibles ? Sans doute, ce ne sont pas seulement celles qui ressortent à la haute politique traditionnelle, mais bien celles qui, au premier abord, semblent anodines, mais sont rendues dangereuses par une vulgarisation inconsidérée. Prenons l'exemple des stupéfiants. S'il n'existe qu'un petit nombre de drogués, ceux-ci ne nuisent qu'à eux-mêmes et à leur descendance éventuelle. Mais si l'usage de la drogue se généralise de plus en plus, c'est une société, une civilisation entière qui est mise en péril. Des adversaires de la Chine communiste se sont demandé si la diffusion croissante des stupéfiants parmi la jeunesse occidentale aujourd'hui ne répondait pas à un plan méthodique de subversion. Ce serait, à leurs yeux, se représenter de façon bien simpliste le péril jaune que d'imaginer les armées chinoises déferlant sur l'Occident au milieu de furieux combats. Ne chercherait-elle pas plutôt à se trouver assurée préalablement de ne rencontrer aucune résistance ou une résistance affaiblie ? André Ardelais nous décrit les efforts tenaces et cruels que déploie le gouvernement invisible pour détruire la géniale machine à rêver, construite par un inventeur parisien. Nous tenions la machine à rêver pour un danger social aussi néfaste que l'usage de la drogue. Il s'agissait d'une doctrine. Nous ne sommes pas sur Terre pour rêver, mais pour agir et remplir une tâche. Rien ne se gagne sans un effort, une discipline. Parce qu'il y a en effet des êtres qui précisément rêvent d'une grande libération magique qui leur permettrait d'échapper aux limites et aux asservissements des contingences terrestres. Citons à ce sujet ce passage du si beau roman de Ardelais dans L'inventeur de la machine à rêver, appelait ça sa lanterne magique. Avec elle, on retrouvait le regard neuf, la sensibilité intacte, et Baudelaire a dit que tout génie venait de là.
Mais ainsi n'entre-t-on pas en conflit avec les directives inflexibles, impersonnelles, générales de l'espèce humaine. Avant d'aller plus loin, il convient de définir ce qu'est une société secrète. Avançons cette définition précise. C'est un groupement plus ou moins important, caractérisé à la fois par l'existence de réunions strictement réservées à ses membres et par la préservation jalouse du secret des cérémonies, des rites, où se manifeste le symbolisme dont la société se réclame. Les sociétés secrètes ont des buts forts divers, religieux, politiques, criminels, philosophiques. Mais cette classification n'est pas toujours rigoureusement tranchée. Des objectifs différents peuvent se superposer, comme le montre un historique des sociétés secrètes. De même, une société dite secrète pourra être doublement clandestine par son recrutement très restreint et par la totalité ou une partie de ses activités, ou bien elle pourra, comme c'est le cas aujourd'hui pour diverses organisations maçonniques ou rosicruciennes, dans les pays où elles sont légalement autorisées, avoir pignon sur rue, organiser des conférences publiques et même déclarer le nom de ses dirigeants. Ces sociétés n'en conservent pas moins leur activité propre, strictement réservée à leurs membres. En cela, elles restent donc secrètes. Nous laisserons de côté les sociétés secrètes qui n'ont que des objectifs très limités ou même éphémères et de circonstances pour ne nous intéresser ici qu'à celles qui prétendent à des buts supérieurs, transcendants par rapport aux objectifs circonscrits et partiels. De telles sociétés entrent alors dans une catégorie supérieure, celle des sociétés secrètes dites philosophiques ou initiatiques. Cependant, on peut se demander si, au-delà des sociétés secrètes dont on connaît bien l'existence, comme c'est typiquement le cas pour la maçonnerie, il n'existe pas tout un ensemble de hiérarchies, de superpositions, d'imbrications qui peuvent entraîner des confusions difficiles à résoudre. En 1862, une revue catholique bavaroise éditée à Munich révélait ce fait inquiétant. Il existe en Allemagne une association secrète de structures maçonniques dont les chefs sont inconnus et dont les buts ne sont pas maçonniques. On peut se demander s'il ne s'agissait pas là d'une survivance clandestine de l'ordre des Illuminés de Bavière que nous rencontrerons au chapitre consacré à l'histoire secrète de la Révolution française. En 1945 paraissait à Paris, aux éditions Médicis, un livre signé Geoffroy de Charnay, qui est le nom de l'un des plus grands templiers français brûlés en 1314 avec le grand maître Jacques de Molay. Sous ce pseudonyme se dissimulait le physiologiste et psychologue Raoul Husson, l'un des animateurs français de la Synarchie, mort dans un accident de voiture qui pouvait fort bien ne pas être tout à fait accidentel. Dans ce livre, Husson révélait que les sociétés secrètes mondiales, dont le rôle historique était déterminant, constituaient une pyramide à 3 degrés. Geoffroy de Charnay distingue d'abord ce qu'il nommait les sociétés secrètes inférieures, d'accès assez facile, qu'il comparait, ce sont ses propres termes, à des viviers, où les groupes plus fermés recrutent les gros poissons, c'est-à-dire les hommes qui leur sont utiles. Au second degré se situeraient ce qu'il appelle les sociétés de cadres ou sociétés intermédiaires dont le recrutement est déjà très sélectionné et dont les membres parviennent à jouer un rôle de direction, d'animation, d'organisation dans l'économie et la politique nationale et internationale. Tandis que d'autres ordres au recrutement également très étroit se consacrent essentiellement à des travaux de nature symbolique, rituelle, magique, spirituelle. Enfin, au sommet de la pyramide se situeraient les sociétés secrètes supérieures, qui demeurent toujours rigoureusement dans la coulisse. Ce sont elles qui, du sommet de l'édifice, tireraient les vraies ficelles invisibles de toutes les grandes affaires de la politique mondiale. Les membres de ces groupes secrets supérieurs mèneraient ou bien une vie très active, ou bien une existence ascétique, anonyme, mais lourde de puissance ignorée. De cela, les noms ne paraissent jamais à la une des journaux. Un homme, comme le célèbre mage caucasien Gourtchev aurait été, au XXe siècle, l'un de ces personnages parvenus au sommet de la domination invisible des affaires humaines. Gourtchev
a en effet déclaré « J'avais la possibilité d'accéder au sein des saints de presque toutes les organisations hermétiques, telles que sociétés religieuses, occultes, philosophiques, politiques ou mystiques qui demeurent inaccessibles à l'homme ordinaire. » Un autre personnage semble avoir fait partie lui aussi de ces très puissantes sociétés secrètes supérieures, le mage britannique Aleister Crowley. En remontant dans le temps, nous trouvons des grands initiés célèbres comme Cagliostro et Weishaupt, dont nous aurons à parler en détail, et aussi des personnages infiniment moins connus, mais dont le rôle joué uniquement en coulisses fut décisif. Ce fut le cas notamment du marquis de Chef de Bien, haut dignitaire de l'un des systèmes maçonniques les moins connus, le rite primitif. Chef de Bien, qui avait pris comme pseudonyme initiatique Eques a Capite Galeato, le chevalier casqué, caractérisait ainsi la troisième et dernière classe de ce système. En effet, l'échelle Denner de 10, élémentaire d'investigation du rite primitif, présente dans ses formes un nombre presque indéterminé d'échelons ou de degrés d'étude dont la classification permet de les contracter à volonté ou de les dérouler presque à l'infini sans en déranger la série, et dont la coordination magnifique invite à en adapter les symboles à chacun des jours de l'année solaire. N'oublions pas ceci, aujourd'hui comme naguère et comme autrefois, le public est bien loin de connaître les activités ou même simplement l'existence et le nom de toutes les sociétés secrètes qui ont joué ou qui jouent un rôle d'une certaine importance à l'échelle mondiale. Qui sait, par exemple, qu'existe un ordre très secret, strictement réservé aux Israélites dotés d'importantes responsabilités, celui des Bnei Brit, fondé à New York en 1843. Cet ordre, pense-t-on, aurait joué un rôle très important en coulisses dans toute l'économie mondiale de la première partie du XXe siècle. Mais ne croyons pas, c'est une erreur que l'on fait encore trop fréquemment, que les sociétés secrètes, dont l'influence est mystérieuse, profonde, ignorée, invisible, soit l'apanage exclusif d'intrigues juives. Il existe toute une série de groupes et de sociétés secrètes rigoureusement inconnues qui n'ont rien à voir avec le judaïsme. C'est ainsi que circulent encore aujourd'hui des livres étranges dont l'origine elle-même reste mystérieuse et qui n'ont encore, à l'inverse de certains documents dont nous aurons à parler, jamais été révélés au public. Par exemple, c'est le cas pour un texte magique très ancien et fort bizarre, intitulé Bible de Lucifer, sur lequel, malgré tous nos efforts, il nous a été impossible de mettre la main. Aujourd'hui encore, de très anciens sanctuaires secrets sont utilisés pour de mystérieuses cérémonies rituelles célébrées par des groupements inconnus. On sait quel bruit a fait la découverte par Roger Laumois d'une vaste chapelle souterraine située sous le donjon du château de Gisors. Gérard de Sède, qui a réuni tout le dossier de cette affaire dans son passionnant ouvrage « Les Templiers sont parmi nous », remarque: dès lors, et jusqu'à une époque indéterminée, peut-être très proche de nous, cette chapelle a pu servir de salle d'initiation au haut grade de certaines sociétés secrètes et subir des aménagements symboliques en fonction de cet usage. Il est très possible qu'on y retrouve certains mages venant de l'Église et qui en ont disparu depuis l'époque de la Révolution. Ainsi s'expliquerait encore mieux la tentative organisée de faire un blackout complet sur l'étrange découverte de Gisors, tentative dont l'acharnement ne se dément pas. Il ne faut pas toujours prendre pour argent comptant, surtout si elles sont très véhémentes, les accusations furieuses de mystification portées contre un homme, ses activités et ses découvertes.